l'ouverture. Vas-y, mon homme. On va faire l'ouverture. Juste vite de même. Avant qu'on oublie, je veux juste souhaiter bonne fête à Joe. C'était sa fête. C'était hier, Joe? Attends, je vais checker. On est le 20. Prends ton permis! Ouais, C'est samedi, je pense. C'est hier, hein? Je compte des jours, moi. Le 16. Le 16, OK. Ça va être top pour les autres questions. J'espère qu'il n'était pas trop compliqué. Bonne fête. Merci. Et merci d'être là avec nous. On est bien heureux de t'avoir, spécialement après une belle année que tu as vécue depuis le mois de juillet-août jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je peux parler pour tout le monde pour dire qu'on est vraiment fiers de toi puis te féliciter sur tout ce que tu as accompli cette année puis tout ce qui s'en vient dans le futur. C'est sûr qu'à travers ton père, on avait le reporting à chaque jour, mais je pense que c'est génial ton cheminement puis ton dévouement à ton métier et la façon dont tu prends ça au sérieux. Merci beaucoup. Roberto, écoute, merci. Puis je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, à tous les joueurs du programme qui sont là en écoute, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on a vu vos noms passer. Puis, salut à tous. Puis, petit correctif aussi, Roberto, sur le rapport de Denis, on a eu cet hiver, on a eu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième rapport. Je vais juste mettre ça au clair. On souhaite tout le monde ça à la même page. Écoute, Joe, la façon que ça va se dérouler, on va poser des questions. Puis écoute, tu y vas avec comme ça vient. On a trois gros sujets. C'est surtout ton passage à Ulysse. Après ça, on va parler du junior majeur, ton passage, qu'est-ce que tu penses a été marquant dans ta vie. Et où est-ce que tu es rendu maintenant aussi dans la Ligue américaine, dans l'Organisation des sénateurs d'Ottawa. Ça fait que comme première question, ce que j'ai pour toi, Joe, c'est j'aimerais que tu nous parles de ton passage à Ulysse. Parce que, comme E.T. la semaine passée, qui était notre invité, vous êtes deux full patch qui ont commencé en secondaire 1 jusqu'à. Ben, pas dans le cas d'E.T. parce que, bon, on a commencé plus tard, là, mais toi, tu as été vraiment là, secondaire 1 au secondaire 5. Fait que tu l'as vécu là, du début à la fin, un full patch. Fait que je veux que tu nous parles un petit peu de ton expérience, tes années passées à Ulysse. Écoute, c'était vraiment des meilleures expériences de ma vie. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, je pense, pour moi-même, l'école, puis pour le hockey. Puis pour devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce en grande partie à cause d'Ulysse. On passe du temps tout le temps avec les mêmes boys. Moi, j'ai commencé sur R5, M13, on avait une équipe, puis je pense qu'on était 5-6 gars qui est monté jusqu'en haut, qui est resté à l'outil. Il y en a qui sont partis un peu du programme, mais ils sont restés à l'outil quand même avec nous autres. Puis c'était vraiment incroyable entre les périodes d'école, toutes ces choses-là, le temps qu'on passe ensemble sur la route ou pendant la pratique, c'est vraiment le fun. Excellent. Roberto? J'ai appris cette année que tu as joué en avant, tu as joué en arrière. Je trouve ça incroyable. Peux-tu nous parler un peu de l'avantage où tu es rendu aujourd'hui d'être un joueur multipositionnel? Je pense que c'est quand même bon. On ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de blessés. On l'a vécu cette année avec Belleville. Je pense qu'on avait 16 blessés environ. Il a fallu que moi, j'aille jouer à l'attaque. On n'avait même plus d'attaquants pour aller remplacer. On était sur la route toute. J'ai joué une game cette année à l'attaque aussi. Puis je pense que c'est quelque chose de vraiment bon en même temps. Ça te permet de voir les deux positions, de prendre des petites notes, admettons, comment les attaques font, comment ils font pour bouger de façon différente. Puis après, tu peux l'appliquer pour les contrer, soit à la défensive ou mettons, tu sais comment les defs réagissent. Après, tu peux l'appliquer quand tu t'en vas jouer à l'attaque. Puis je pense que c'est deux facettes de game qui sont un peu différentes, mais qui est facilement ajustable pour peu importe le type de joueur. Là. Si je comprends bien, on va faire un résumé rapidement. Ce n'est pas une déception de jouer les deux positions ou quand le coach te demande d'être défenseur, ou si tu es défenseur, tu te demandé d'aller jouer en avant. Il ne faut pas prendre ça comme un désaveu. Là. Au contraire, il faut que tu vois ça d'une façon positive. Je pense que c'est un peu le message que tu veux lancer à tous nos joueurs dans l'organisation. Oui, exactement. Ça te permet de voir une facette de game qui est complètement différente et qui peut te faire tomber dans une autre sorte en amour avec. Quand j'ai commencé, j'étais attaquant.
C'est François, moi, qui m'avait dit envoie à défenseur. Et que j'ai recommencé à jouer à def. Là, tout Dan, tu m'as remis un peu à l'attaque, un petit neuf. Puis après ça, junior, c'est là que j'ai commencé. C'est ça qui m'a permis de rentrer dans la Ligue du junior majeur. C'est la façon que j'étais capable de jouer offensivement. Puis de mon jeu physique qui m'apportait une autre dimension à l'attaque. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais te rabaisser quand, mettons, tu te fais changer de position de même. Là. OK, good. Excellent. Joe, la prochaine question que j'ai pour toi, tu sais, Ulysse, l'importance qu'on attache aux études, aux résultats scolaires, ces choses-là. Toi, personnellement, tu avais un défi qui était peut-être un peu plus grand que la plupart des autres avec une dyslexie qui a été diagnostiquée. Écoute, j'aimerais ça que tu nous en parles. Comment tu as réussi à passer, cet obstacle-là? Puis, je pense que tu n'es pas le seul à vivre ça. Maintenant, c'est des choses qui sont connues. Puis, c'est des défis qui font partie de la réalité de nos jeunes, que ce soit U12, U14, U16 ou U18. Et puis, à partir de là, j'aimerais ça que tu nous parles, toi, comment tu t'as cheminé là-dedans. Puis, j'aimerais ça aussi que tu finisses aussi avec la moyenne générale que tu as eue en secondaire 5, ce qui est, en tout cas, quelque chose que tu peux être très fier, surtout avec la condition qu'on connaît maintenant. Là. Ouais, écoute, c'est une autre façon. Moi, je ne savais pas avant. Je suis rentré, j'ai su quand j'étais en secondaire 1. Fait tout mon primaire, j'ai eu un peu de misère. Puis les profs me le disaient que je faisais pas mes devoirs, puis je faisais pas mes affaires. C'est là que j'ai appris que j'avais mon déficit. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Avec toutes les aides qu'on a eues à l'outil, il y avait les portables, les lexibooks, les récupérations, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Après, Marie-Claude, elle m'a aidé aussi beaucoup. Puis c'est un long processus. Il faut vraiment te prendre ton temps quand tu es dyslexique puis dysorthographique, tu as de la misère avec tes lettres, tu te mélanges quand tu lis, ça sort un peu n'importe comment dans ta tête. Mais il ne faut pas que tu te fâches. Tranquillement, il faut vraiment que tu utilises toutes tes aides que tu peux en avoir besoin, que ce soit Antidote quand tu écris tes dictées ou les lexibooks, les dictionnaires électroniques, puis toutes ces choses-là, ça va vraiment t'aider. Il faut que tu écoutes aussi les professeurs. Les autres savent comment te guider. Si les autres connaissent ça, c'est leur métier d'aider les gens à graduer et faire ces choses-là. Ouais. Puis ma note, je pense que c'est 84% de moyenne environ. Il a fallu que j'aille pas mal toutes mes équipes. On manquait beaucoup. On manquait nos vendredis pour aller aux États puis ces choses-là. Il fallait que j'aille à mes équipes, il fallait que je sois assidu dans tous mes devoirs, que j'ai fasse au complet, puis que j'essaie tout le temps d'avoir les meilleures notes possibles, peu importe qu'est-ce que je faisais comme devoir ou examen. Il n'y avait jamais un examen que j'essayais de laisser passer pour pas que ça me nuise au prochain, puis toutes ces choses-là. Cool. All right. Merci, Joe. Hey, félicitations, ça c'est incroyable. Je trouve ça. J'étais un peu ému, je trouve ça fabuleux, Joe. Félicitations, mon homme. Tes années à Ulysse, nombreux. As-tu un ou deux de tes meilleurs souvenirs de ton temps à Ulysse? Moi, je pense que c'est pas mal tout overall, que ce soit avec mes boys dans la cafétéria, les niaiseries qui se passaient un peu partout, les voyages en bleu pélican jusqu'aux États, puis toutes ces choses-là. C'était vraiment, vraiment des beaux moments, puis c'est des choses que j'oublierai jamais dans ma vie. Là. Je vais juste revenir là-dessus. C'est drôle que tu parles de la question à Roberto, je la trouve intéressante, puis j'adore ta réponse, parce qu'en aucun temps, tu as parlé de la game de hockey sur la glace. Tu as parlé de la vie avec les boys à l'école, dans la cafétéria, puis dans l'autobus. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut réaliser, comment est-ce que ça fait partie de la game de hockey. Là. Tout ce qui est alentour de la game, pas nécessairement là, sur le 200 par 85, mais dans le vestiaire, dans la cafétéria à l'école avec tes chums, dans l'autobus, à l'hôtel, ces choses-là. La place que ça prend, là. Je pense qu'aujourd'hui, tu passes encore pas mal d'heures et d'heures, ouais, c'est ça, sur l'autobus ou à l'hôtel. Puis je pense que tu vis ça aussi dans la Ligue américaine. Là. Fait que c'est un peu la même chose que qui se poursuit dans la Ligue américaine à ce niveau-là. Hein. Oui, exactement. Les boys de l'équipe ou les boys que tu tiens avec, ça devient ta deuxième famille. Tu as mal de temps, tu sois avec eux autres, tu es avec eux autres tous les jours à l'école, tous les jours à l'aréna. Fait que ça devient comme tes deuxièmes frères et sœurs un peu, comme ça se passe. Puis, ouais, c'était vraiment les boys, puis les boys. Ça, mon Joe, ça nous amène maintenant là, à la prochaine étape au junior majeur, où est-ce que j'aimerais qu'on commence par le début. Comment tu as vécu ton draft? J'aimerais savoir où tu étais listé par rapport à la liste, où est-ce que tu as sorti. Est-ce que tu t'attendais à sortir là à Moncton? C'est-tu un club avec qui tu avais eu des pourparlers? T'avais-tu approché durant la saison? J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, de l'approche du draft, comment tu l'as vécu, tout ça. Je pense que j'étais à lycée quatrième ronde, comme que je suis sorti quatrième ronde aussi.
C'était vraiment incroyable d'être là-bas avec tous les autres joueurs. Surtout que nous autres, on ne connaît pas vraiment. Mais moi, en fait, je ne connaissais pas vraiment tous les espoirs du Midget 3 toutes ces choses-là. Je sortais de prep school. Puis, Il était où le draft, excuse, Joe? Il était où? À quel moi, j'étais endroit? à Sherbrooke. Il était à Sherbrooke. Fait que tu étais là Ouais. sur place, toi, tu l'as vécu là, sur place. Ouais, on avait monté une journée d'avance. Je pense que c'était Chicoutimi qui voulait me parler. Avant le draft, ils font beaucoup de rencontres. Ils rencontrent des joueurs, ils posent des questions. On avait monté là une journée d'avance, puis après le lendemain, on était là. Puis c'était vraiment le fun. J'avais parlé avec une couple d'équipes. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est que c'était la première équipe qui m'avait appelé. Puis je n'avais pas encore pris ma décision si je voulais jouer junior majeur ou je voulais essayer de continuer à aller prep school, NCAA, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est une équipe, j'avais été plus un peu comme distant dans comment je leur parlais, de comment j'appréhendais soit jouer dans Q ou jouer NCAA. Fait que j'avais dit à eux autres que j'étais pas trop sûr encore, j'avais pas pris de décision. Finalement, ça a été l'équipe qui m'ont repêché et qui m'ont fait confiance. Cool. Excellent. Puis là, tu as été repêché. Évidemment, tu es allé au premier camp. J'aimerais ça que tu parles de l'expérience que tu as vécue avec ton premier camp dans la Ligue d'hockey junior du Québec. Tu as été repêché à 15 ans. Fait que c'était ton premier camp à 16 ans, si on veut, pour ta saison de 16 ans. Mais ça, tu me parles un peu de ta première expérience que tu as vécue, tes premiers coups de patin au camp des Wildcats. C'est sûr que c'est quelque chose de très intimidant. Tu tombes sur la glace avec des gars de 20 ans, des Garland, puis tous des gros noms qui jouent dans NHL en ce moment. Puis c'était des gros joueurs qui dominaient la ligue dans ce temps-là aussi. C'est sûr que ça fait peur. Tu vois, mettons, tu vois qu'il y a une clique un peu. C'est tous des joueurs que les autres ils se connaissent, ils ont joué ensemble l'an passé. Puis dans un autre aussi, c'était anglophone beaucoup. Le junior majeur, ça va parler plus anglais. Puis t'es pas encore, moi dans mon cas, je ne suis pas complètement confortable. Je ne suis pas un gars aussi non plus qui va parler beaucoup puis qui va essayer de rentrer dans la gang en jouant un peu. Je suis plus conservateur un peu. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en faisant ça. Puis que j'ai beaucoup grandi dans un sens. Parce que tu remarques aussi en même temps que tu n'es vraiment pas le seul. Il y a beaucoup d'autres gars de 16 ans qui sont là et qui essaient de tailler en place, que ce soit repêcher 12e ronde ou repêcher première ronde quand tu arrives dans le camp, tout le monde est pareil. Là. Mais c'était vraiment, vraiment le fun, là, comme une belle expérience que j'ai vécue. Là, évidemment, je pense que ton premier camp, ils ne t'ont pas gardé, l'équipe. Non, en fait, ils m'ont coupé l'an dernier. Ils m'ont donné plus de... c'est ça que j'aimerais savoir. Là. Ils m'ont dit, je vais essayer de m'en rappeler. Ils m'ont parlé beaucoup de qui allaient me suivre. Il y avait beaucoup, je me rappelle encore, on jouait les games au complexe, puis les scouts, ils venaient me voir, ils venaient me jaser, comment ça se passait, toutes ces jours-là. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tenir en contact, puis de voir comment ça allait se passer dans la saison, toutes ces choses-là. Mais, tu sais, 16 ans, c'est tough, c'est avoir une place dans une équipe. Dans le temps aussi, c'était une grosse force. Là. Il allait pour la coupe, toutes ces choses-là. Mais je pense que ça a été bon que je revienne, puis que je revienne filer mon sort de 5 surtout. Ça aurait été difficile, surtout pour moi, d'essayer de terminer ça junior. Fait que ça a été bon dans un sens qui m'a coupé. Là. Par expérience, on le sait, lorsque nos joueurs de Ulysse ont été repêchés junior majeur à 16 ans, quand l'équipe junior majeure prend la décision de ne pas les garder, il leur force souvent la main de les renvoyer midget 3. Puis toi, pour avoir été là sur place avec toi, j'ai jamais senti la moindre hésitation entre le midget 3A et Ulysse dans ta tête. Ça a toujours été comme clair que tu revenais chez nous à Ulysse. C'était un no-brainer. Ça fait que j'aimerais que tu me parles qu'est-ce qui a motivé ce choix-là. Je sais que tu m'as parlé de l'école, de finir ton secondaire 5 à l'école de ce que tu avais connu ou grandi avec l'Odyssée, mais y a-t-il d'autres raisons qui t'ont mis à 100% là, dans ta tête de dire non, moi, là, je me retourne à Ulysse? Ben, c'est Ulysse qui m'a apporté à me faire repêcher 4e ronde, qui m'a apporté à devenir le joueur de hockey que je suis devenu en ce moment. Puis c'est grâce à vous, dans le fond, que j'ai tout appris pendant le hockey que j'ai appris. Puis c'est tellement un beau programme d'enseignement puis de qualité de coach qu'on a aussi à Ulysse que c'est pas des choses que tu vas aller chercher midget 3 ou des choses comme ça. C'est vraiment un sentiment de famille quand tu joues pour Ulysse puis quand tu es là-bas. Comparé au midget 3, tu es plus laissé à toi-même. Des fois, il peut y avoir des choses différentes qui vont se passer. Puis pour moi, j'ai connu tellement des belles expériences puis du fun avec la gang d'Ulysse puis ces choses-là qui se passaient. Je pense que pour moi, c'était sans hésitation à retourner là et continuer ce que j'avais commencé. Je vais faire une petite confidence, j'étais content que tu reviennes.
Moi, personnellement, je te dis Ouais. ça. C'est bon, ça. Mais écoute, je veux juste qu'on fasse après ça un petit wrap-up du junior majeur. Parle-nous, tu as été là-bas à 17 ans, 18 ans et 19 ans, 3 saisons complètes. Je pense que d'année en année, tu as pris énormément de place là-bas dans le cœur de l'équipe. Je pense dans le cœur des partisans aussi. Là, je pense que tu as été un joueur qui a été de plus en plus populaire, qui s'est épanoui là-bas à Moncton. Et puis, je pense que c'est vraiment là que tu t'es mis sur la map, là, sur le radar de la NHL, que ce soit pour une invitation ou un draft, ces choses-là. J'aimerais ça que tu me parles de tes 3 années wrap-up un petit peu à Moncton. Comment tu as vécu ça? C'est une première année aussi à l'extérieur, ces choses-là. Fait que... Euh, j'ai commencé, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait de l'équipe comme attaquant. Pour eux autres, ils trouvaient que j'étais passé comme complet ou j'apportais pas une dimension qu'eux autres avaient besoin pour que je puisse jouer à la défensive tout en partant. Fait qu'il a fallu que je travaille mes pensées, c'est sûr que j'aurais aimé devenir défenseur puis performer là, mais je me suis dit mon tour allait venir. J'ai resté positif. Mon année de 7 ans, ça n'a pas été une année difficile. On était en reconstruction. On a échangé presque la moitié de l'équipe, dans le fond. On a presque battu le record de plus de défaites d'affilée. On en a eu 25. On ne l'a pas battu. Fait que c'était pas une très, très grosse saison pour nous autres. Mais après, ça a beaucoup amélioré les choix de repêchage qu'on a eu, les nouveaux joueurs qui sont rentrés. Ils m'ont refait jouer à def un peu à la fin de mon année de 17 ans. Après ça, ils m'ont dit l'an prochain, on va te mettre à def, c'est sûr. Je suis retourné à 18 ans. Finalement, non. Ils voulaient me revoir encore en attaquant. Fait que j'avais recommencé en attaquant encore. Mais là, je me suis dit que non. Moi, personnellement, je trouvais que j'avais ma place plus comme défenseur. Puis que j'avais travaillé tout l'été sur comment être meilleur défenseur, toutes ces choses-là. Ça ils m'en l'ont donné. Puis j'ai saisi mon occasion de performer le plus que j'ai pu. Puis après ça, ça a juste déboulé. Puis c'est vraiment une belle expérience là-bas. Excellent. Good. Joe, écoute, tu as dit quelque chose tantôt, que tu es un gars conservateur. Je veux savoir ton implication que tu as eue au sein de l'équipe à Moncton, au sein de la communauté, la vie sociale, puis vraiment ton rôle de leadership. Comment ça t'a amené de où tu étais, chez vous à Ulysse, vraiment chez vous, puis là, tout seul, dans une autre province, loin de ta famille, etc. Puis là, qu'est-ce que tu as fait pour t'impliquer dans tous les côtés de leadership, social, communautaire, tout? Moi, j'ai été chanceux, très chanceux. J'ai tombé dans une famille de pension incroyable. Je suis encore en contact avec eux autres. On se voit encore. Ils sont venus cette année voir un de mes games à Laval. Fait que ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont aidé dans. Tu t'en vas de chez vous carrément, puis maman, papa sont plus là, puis il faut que tu vives avec un peu dans un sens. Mais ils sont là pour t'aider, puis ils ont vraiment été incroyables, ils m'ont beaucoup supporté. Puis aussi, tout ce qui est communautaire, toutes ces choses-là, l'équipe promouvoit, Moncton promouvoit beaucoup leur communauté. Ils tiennent beaucoup à ça pour eux autres. Fait qu'on faisait beaucoup, on allait dans des subways, on allait concessionnaire d'auto, des restaurants, représenter l'équipe, aider, mettons, le Montana, on servait des personnes, on faisait beaucoup de promotion dans un sens. Puis dans le sens de mon leadership, je pense que moi, je suis un gars plus qui va démontrer par l'exemple sur la patinoire. Je ne suis pas un grand parleur, que ce soit dans la chambre ou hors de la chambre, sur la glace, ces choses-là. Pour moi, j'essaie de me présenter à chaque game. J'essaie de donner mon 100%, d'être le plus constant possible. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis, dans un sens, d'avoir mes lettres sur mon chandail JUDA, puis j'ai fini avec un C. Puis je pense que c'est ça qui ma détermination, puis la façon que je travaillais sur la patinoire m'a permis d'obtenir des lettres comme ça. C'est cool. Là, tu parlais de ta vie en pension avec Parle-nous, ils sont venus te voir. C'est quoi le niveau es-tu très, très proche d'eux autres? Explique-nous un petit peu conte-nous un peu ça. En fait, ils ont deux jeunes enfants, Lucas et Kiana, puis là, ils ont récemment eu une petite fille, puis ils m'ont donné parrain de la petite fille en plus. Ça veut dire que pour eux, puis pour moi, on a vraiment une grosse place dans nos cœurs pour ces personnes-là. Puis je pense que c'est tellement une belle famille, puis ils m'ont tellement beaucoup aidé, puis supporté, puis peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment été incroyables. Puis je pense qu'on va rester en contact très, très longtemps encore. Ouais, puis écoute, je ne suis pas surpris d'entendre ce que tu dis là, Jonathan, parce qu'on entend des joueurs de la Ligue nationale qui
ont une carrière de 10-15 ans, puis ils parlent encore de leur pension junior majeur. Fait que vraiment, je pense qu'il y a des liens qui se tissent très, très, très serrés avec notre famille de pension dans le junior majeur. Je vais t'emmener ailleurs, Jonathan. J'ai une question pour toi. Évidemment, là, au niveau où tu es rendu, tu as un agent. J'aimerais ça que tu nous parles à quel moment tu as eu ce déclic-là de sentir le besoin d'avoir un agent. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton choix sur cet agent-là qui répondait probablement à tes valeurs, ces choses-là? Mais j'aimerais ça que tu nous en parles, la façon que ça s'est procédé, que ça s'est déroulé, tout ça. Moi, j'ai eu mon agent environ vers l'âge de 17-18. J'avais déjà commencé le junior. Ça veut dire qu'au draft, toutes ces choses-là, je n'avais pas d'agent. J'étais en my own. C'est moi qui appelais pour. C'est moi qui délais mes propres affaires. Mais là, je pense que j'ai senti plus le besoin d'avoir un agent. Quand tu commences junior, tu as plus de questions, les organisations, toutes ces autres-là, c'est vraiment. Ça ressemble plus à NHL dans un sens. Ils ont plein de joueurs. Tu peux te faire échanger. Tu es comme un numéro un peu dans un sens. Mais pour moi, je me suis arrêté sur un des très bons amis à mon père. Mon père, il jouait quand il jouait dans le Roadrunner avec. Toutes ces choses-là. Puis moi, personnellement, je le connais aussi depuis que je suis tout jeune. Ça fait longtemps que je le côtoie et que je sais c'est qui. Puis je pense que ça a été un bon choix pour moi. Il a pu nous conseiller, la famille, puis connaître des choses que nous, on connaissait pas par rapport à ce qui se passait dans le hockey et toutes ces choses-là. Peux-tu le nommer, Joe? On peut-tu, Oui, savoir pas son la nom? mêle. Pas la mêle, si tu veux un agent, vas-y. Non, sans y faire une pub, là, mais juste savoir son nom. Là. Ouais, Paul. Ok. Ouais, c'est ça. Paul, il était avec les Roadrunners dans le tank d'année. C'était capable de jouer encore au hockey. Puis, ouais, ça a vraiment. Y a-t-il une couple de clients là, présentement qui représentent dans la NHL? Y a-t-il des gars qu'on connaît qui peuvent jouer dans la Ligue nationale? Il y a une couple de joueurs dans Q. Une couple de joueurs dans UC, Turcotte, puis des anciens aussi un peu qui ont pris leur retraite là. Mais ouais, c'est vraiment un très bon agent si vous voulez un agent. C'est un bon job. Okay. Fait que tu l'aimes, tu ne regardes pas ton choix, tu es bien à l'aise avec lui? Ah non, c'est comme je te dis, je le connais, ça fait longtemps. Puis que c'est vraiment le fun de savoir qu'on fait comme une différence entre quand il vient souper chez nous en étant Paul Hamel, l'ami, puis le chum, puis Paul Hamel, quand c'est temps de parler de hockey, puis quand ça se passe, ça glace, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle relation pour nous. Merveilleux. Puis à partir de là, c'est sûr que ton agent t'a probablement aidé à t'emmener vers le hockey professionnel. C'est un peu lui qui est ton représentant, ces choses-là. C'est lui, j'imagine, qui peut même des fois, à l'occasion, contacter certaines équipes de la Ligue nationale pour parler de Joe Aspiro, pour parler un petit peu du joueur, puis ces choses-là. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton cheminement vers la Ligue américaine. Tu as eu une invitation à un camp NHL, ces choses-là, as a free agent, comme agent libre. J'aimerais ça que tu nous parles de ça un petit peu, comment ça s'est passé. On a eu une couple d'invitations. Mon choix s'est arrêté sur Ottawa. C'était une équipe en reconstruction. Puis je pense que pour nous autres, c'était un bon choix d'y aller. Il y avait une équipe quand même avec beaucoup d'espace qui cherche de nouveaux joueurs. Puis c'est toutes des choses qu'on a pris en compte quand on a fait notre choix de quand aller ou choisir notre camp, dans le fond. Puis c'est grâce à lui, dans le fond, que j'ai réussi à avoir ces camps-là. Si tu n'as pas vraiment d'agent rendu au niveau que c'est le temps, mettons, d'essayer de rentrer en NHL, toutes ces choses-là, c'est un peu plus touché si tu n'as pas vraiment d'agent. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidé. Comment tu t'es senti lorsque tu as embarqué pour la première fois dans un camp NHL? Honnêtement, là, mettre le chandail des sénateurs d'Ottawa, puis là, tu te dis, là, je suis là, là. Tu sais, là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, là, tu vois des gars que tu regardais d'une façon régulière à la télé, là, tu es dans le même vestiaire que ces gars-là, puis tu embarques sur la même glace que ces gars-là. Là. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de Joe Aspiro? Je pensais que j'étais intimidé au junior, mais c'était pas pantoute pareil rendu en haut, là. T'es sur la glace, puis tu shots contre Craig Anderson, puis ces jours-là, puis ça te tente pas d'y shooter dans le front qui t'en regarde croche, hein, c'est pas sa première année, lui, là. Exact. Fait que là, t'es vraiment intimidé, mais c'est le fun parce que NHL, les joueurs, ils savent que t'es nouveau, puis qu'ils savent que t'es intimidé parce que eux autres aussi, ils ont passé par là. C'est vraiment, ils t'aident beaucoup, ils vont te guider, si t'as des questions, tu peux leur demander, ils sont vraiment là pour t'aider, c'est des vétérans. Ils sont là aussi pour développer les nouveaux joueurs qui essaient de percer, puis de se rendre en haut. Ouais. C'est quelque chose. Roberto? Ouais. Écoute, Joe, comme on a dit tantôt, on a pas mal eu la chance de te suivre via ton père, spécialement au tout début
quand tu étais à Belleville. Puis tu as vécu des hauts, des bas, des défis cette année. Tu nous en parlais brièvement de peut-être un haut, un bas, puis peut-être des défis, puis comment tu as passé à travers? Euh, un de mes hauts, c'est quand que, je pense j'ai appris qu'ils allaient me garder puis qu'ils m'ont permis de, mettons, aller me chercher une maison. Parce que quand ils te gardent, ils te disent OK, tu peux aller chercher un appartement, ces choses-là. Ça veut dire qu'ils vont te garder une grosse partie quand même dans la Ligue américaine de l'année. Fait que pour moi, c'était vraiment un haut, j'étais vraiment content. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Tu sais, j'avais un contrat Ligue américaine East Coast, fait que j'étais pas sûr encore. J'aurais pu me promener toute l'année en haut, en bas, ces choses-là. Puis je pense qu'un de mes plus gros bas un peu, c'est quand c'était un peu plus loin dans la saison. Il me faisait jouer, puis quand il me faisait jouer, il me mettait mon temps de glace, powerplay, piqué, toutes ces choses-là. Puis on commençait à signer, on avait des blessures, on signait plus des PTO, toutes ces choses-là. Puis j'ai été une couple de games à passer mon tour dans un sens. J'étais assis, puis qu'il ne pouvait pas me rentrer dans le line-up parce que je suis un rookie, puis que les autres ont un type de contrat plus important que le mien dans le sens. Puis je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est David Bell, dans le fond, c'est notre coach et défenseur qui est à Belleville. Il m'a beaucoup. Il donnait tout le temps des commentaires très positifs, puis qu'on faisait beaucoup de privé aussi avant les pratiques, de vidéos, puis toutes ces choses-là. Puis il m'a dit lâche pas, ça va arriver. Puis à un moment donné, ça a juste reparti, puis il m'a rentré dans le line-up, puis après ça, la confiance a augmenté, toutes ces choses-là. Fait que tu as goûté un peu à ce qui est la business de la Ligue nationale et comment tout descend à la Ligue américaine puis ensuite à East Coast, right? Oui, exactement. Quand les blessures, quand il y a des blessures dans la Ligue nationale, là, ça rouvre les portes pour moi, dans le fond, qui essaie de se tailler une place dans le line-up pas mal à chaque soir. Fait que ça, c'était le fun. Mais quand tout le monde est en santé, tout le monde est correct, on est beaucoup de joueurs. À un moment donné, on était 10 défenseurs à Belleville qui étaient en santé, qui étaient capables de jouer. Fait que c'est sûr que ça, c'était plus tough. T'en as juste besoin de 6 pour jouer une game. Là. Mais il faut vraiment. T'apprends qu'il faut t'attendre ton tour, puis que c'est vraiment un long, long processus, puis il faut que tu fasses confiance au processus, parce que c'est eux autres qui savent comment, mettons, t'amener en haut. Là. Fait que, en arrivant dans la Ligue américaine comme un gars de 20 ans, tes coéquipiers, l'importance d'eux autres, comment tu l'as senti? Sont là aussi, eux autres. Il y a beaucoup de vétérans dans la Ligue américaine. Des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, qui ont fini, puis sont rendus dans la Ligue américaine. Puis il y a beaucoup de joueurs moi, j'ai été chanceux à Belleville, on était quand même beaucoup de joueurs de 20 ans. Puis on était tous en train de se supporter, de s'aider. Puis quand tu as 20 ans, c'est un peu plus difficile de rentrer dans le moule. Il y a des gars qui ont 26, 30 ans, on a des enfants, des femmes, tous ces choses-là. Fait que c'est vraiment une grosse, grosse différence par rapport à l'Évolution majeure du Québec. Mais c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment facile parce que l'organisation t'aide vraiment beaucoup. Puis ils vont te guider, ils savent que c'est ta première année que tu as besoin, mettons, d'apprendre. Puis c'est tout du nouveau dans un sens aussi. Fait qu'ils t'aident beaucoup à rentrer dans le moule, puis à faire partie des boys, puis de continuer à performer. Là. Là, tu rentres à Belleville, Ontario, Small Town, Ontario, puis l'importance d'avoir le langage, ton anglais, comment tu as pu voir l'importance, au tout début, c'est sûr comme tout enfant, je ne veux pas apprendre, je ne veux pas, mais là, tu as vu, je pense, un peu comment c'est important d'être bilingue. Ah, c'est sûr. Moi, j'ai été chanceux. Moncton, c'était vraiment bilingue. Tout ce qui était relié au hockey, c'était anglais, mais il y avait quand même des boys qui parlaient français, des Québécois, puis tout. Fait c'est vraiment là que j'ai appris plus à langage hockey en anglais. Puis que pour moi, ça a débloqué que l'anglais, c'est une langue très importante. C'est beau parler français et tout, mais quand tu joues au hockey, l'anglais domine. Puis à Belleville, t'es pas le seul non plus qui est en apprentissage d'anglais. Il y a des Européens, des Russes, il y a tout. Puis tout le monde aussi qui a des fois de la misère en anglais. Fait qu'il faut pas avoir peur de parler parce que t'es pas le seul qui a un peu de misère à s'exprimer, puis qui cherche ses mots, puis qui a un accent en même temps de le parler. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important, puis qu'il n'y a personne qui va le juger par rapport à comment tu réussis à le parler. Si tu fais des efforts, ça ne leur dérange pas.
Joe, corrige-moi si j'ai tort. Écoute, tu viens de vivre quelque chose de quand même assez spécial. Tantôt, je t'écoutais dans ta réponse. Tu parlais un petit peu là, de ton contrat que tu as eu cette année en 2019-2020 avec un two-way contract qu'on appelle AHL puis East Coast League. Mais là, je pense que tu es passé dans les grandes ligues là, depuis peu. J'aimerais ça que tu nous parles de ton nouveau contrat. Je ne veux pas avoir de chiffres, mais ce que ça représente la différence au niveau là, de NHL, AHL versus AHL East Coast League. Là, on parle d'un monde là, de différence là, au niveau professionnel là, dans le monde de la business du hockey pour que les jeunes comprennent un petit peu la différence qui vient de se produire dans ta vie. Pour moi, dans le fond, quand tu es dans la Ligue américaine, tu as un contrat plus AHL East Coast, puis que, mettons, Ottawa, dans mon cas, ont besoin d'un défenseur, ben moi, à cause de mon contrat, ils ne pouvaient pas m'appeler. En fait, pour eux autres, je ne faisais pas partie de l'organisation d'Ottawa dans un sens, mais je faisais plus partie de l'organisation Belleville, Ligue américaine, East Coast. Puis, c'est comme un peu moins important, pas dans un sens pas important, mais ton contrat il est plus faible qu'un gars qui a un entry level, qui appartient à Ottawa, puis que lui, il faut qu'il soit prêt à aller jouer en haut, puis ils ont besoin de lui. Fait qu'il est vraiment beaucoup plus important. Comme je disais, à cause que moi, j'avais ce type de contrat-là, c'était plus dur de rentrer dans le line-up parce que Ottawa disait OK, je fais jouer lui. Puis c'est vraiment une grosse business, puis qui est difficile à accepter parfois parce que c'est dur sur ton moral, puis des affaires de même, mais grâce à ça, ben là, ça m'ouvre beaucoup de portes. S'ils ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler. Puis c'est un peu plus facile dans un sens de rentrer dans la line-up. Ben ça, faut pas en même temps que tu abandonnes ces choses-là parce qu'il y en avait encore des gars qui avaient des contrats, des goalers, qui avaient des entry level, ils ont fait des games dans la Ligue nationale puis qui jouaient dans East Coast cette année. Fait que ça veut rien dire dans un sens aussi ton contrat, mais ça t'ouvre beaucoup de portes à pouvoir aller performer au prochain niveau, là, c'est sûr. Ça démontre énormément d'appréciation à l'organisation envers toi, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. En fait, ils t'ouvrent les portes pour aller jouer dans les nationales. Ouais. C'est ça. Ça veut dire qu'ils te font confiance et qu'ils ont aimé ce que tu as fait. Puis c'est vraiment flatteur dans un sens de signer quelque chose comme ça. Sure. Félicitations, Joe. Fait que là, en fait, le prochain niveau de ton travail commence, right? Oui, exactement. Il faut tout recommencer un peu à zéro. J'ai construit à amener mon niveau à un jeu. Mais il faut vraiment que je step encore plus cette année. J'arrive encore plus près, je devienne encore meilleur que j'étais. Puis il ne faut jamais que j'arrête de me développer. Là. Fait que à quel moment, ça fait pas longtemps, à quel moment as-tu vraiment cru vraiment là, dans ton cœur que wow, là, je vais devenir joueur de hockey professionnel? Je pense que j'ai toujours eu ça dans mon cœur depuis que je suis jeune. C'est un rêve que j'ai toujours eu. Mais je pense que je l'ai vraiment senti puis que je savais que si je mettais les efforts puis que j'essayais vraiment fort, que ça aurait peut-être fonctionné. Je pense que c'est quand je jouais junior. Tu joues, tu as des informations, tu as des équipes qui rentrent en contact avec toi. Je pense que c'est là que tu as un petit déclic qui te dit oh, peut-être que je fais quelque chose qui a de l'allure et qui peut m'emmener au prochain niveau. Puis je pense que c'est là qui m'a permis, en jeune junior, de voir qu'il faut vraiment que je focus puis je travaille de plus en plus fort pour essayer de me tailler une place jusqu'en haut. Là. Écoute, ton cheminement, puis à l'âge que tu as, je trouve ça incroyable. Je le dis souvent, je vais te le dire encore. Moi, puis le chat, on va lancer peut-être 2-3 scénarios. Puis j'aimerais que tu, plus pour nos jeunes, là, même nos 16, nos 18, leur dire un peu l'importance et la différence entre un joueur puis un jeune homme qui l'a pas, des quelques points. Là. Donc, éthique de travail. C'est une des choses, même peut-être la plus grosse chose qui peut se passer dans ta carrière de hockey. Faut vraiment, si tu arrêtes de travailler, tu vas arrêter du hockey dans un sens. Si tu n'es pas prête, si tu n'es pas ton sac à coche, tu vas le voir quand tu commences junior, c'est vraiment un autre game, puis encore plus NHL. Les gars sont tout le temps dans le gym en train de s'étirer, s'entraîner, arrivent 4 heures avant le game, ils sont toujours ça à coche. Puis c'est vraiment une grosse importance pour eux, l'éthique de travail. Que tu donnes tout le temps ton 100%, puis tu veux, puis tu démontres aussi que tu veux t'améliorer, puis tu veux être un meilleur joueur. On dit tout le temps, depuis qu'on est jeune, on se fait dire l'attitude que tu amènes, l'importance d'avoir une attitude positive dans le scénario de game, des situations où tu es scratch, quoi que ce soit.
Parle-nous un peu de l'importance de l'attitude qu'on amène. L'attitude, c'est vraiment important. C'est comme on entend souvent l'expression une pomme pourrite dans la chambre. Si tu une pomme pourrite, les coachs n'aiment pas ça, puis ça va juste te tirer une balle dans le dos si tu continues à essayer de performer en étant un peu négatif, puis jamais content de ce qui se passe autour de toi, puis mettons du temps de glace ou des choses comme ça qui vont se passer. Mais l'attitude, c'est vraiment très important. D'être un bon coéquipier aussi. Ottawa, j'ai été au camp de développement, puis toutes ces choses-là, puis on a beaucoup de présentations sur l'attitude, puis des choses qui se passent dans la chambre, puis d'être un good teammate. Puis je pense que c'est vraiment, ça peut même t'aider à passer au prochain niveau. Ils peuvent prendre des gars dont tu es moins talentueux un peu, puis dont tu peux être moins bon, mais passer en avant du gars qui est super bon, super tout, mais qui a une attitude un peu de merde. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment t'apporter au prochain niveau parce que maintenant, les équipes ne cherchent pas juste du gars de talent ou des gars de même. Ils vont vraiment chercher ton attitude, vraiment autre package que des choses que tu peux apporter sur la glace. Là. Écoute, ton dernier commentaire, Joe, je le trouve tellement à point dans le sens que tu as parlé là, que à qualité égale, je pense qu'ils vont prendre une bonne personne, un bon coéquipier. Puis, écoute, ta première année que tu étais allé à Moncton, que tu nous as quittés à Ulysse, les commentaires que j'entendais étaient plus souvent sur Joe Aspiro, jusqu'à quel point ce gars-là pouvait aider les trainers à ramasser les bâtons dans le vestiaire, à faire le ménage de la chambre. J'entendais beaucoup ça, nous autres, à Ulysse. Fait que pour nous autres, on était très fiers de ça parce que ça faisait juste confirmer la bonne personne que tu es, le bon coéquipier que tu es. Puis ce que tu viens de dire là, que c'est peut-être, écoute, c'est certain que ça prend du talent, ça prend un potentiel, ça prend aussi, mais c'est certain que j'en suis convaincu que ça ne t'a pas nuit à atteindre le prochain niveau. Ah oui, c'est sûr. Quand tu es un bon. Tu sais, ça, c'est grâce à Ulysse, dans le fond, que j'ai appris toutes ces choses-là. On lavait nos chambres d'hôtel, on faisait nos lits, toutes ces choses-là. Puis quand tu arrives junior, tu parles un peu aux gars de midget 3, puis tu leur dis des choses-là, puis ils sont un peu. Voyons, si tu fais là à faire ta chambre, une femme de ménage qui passe, mais tu sais, c'est un mode de vie, puis c'est quelque chose que tu apprends à faire, puis ça rentre dans toi encore. Encore là, je t'ai fait ma poche, puis je check, faut que mes affaires soient droites, comme quand j'étais dans la chambre M19, puis c'est quelque chose que tu remarques que les autres joueurs n'ont pas souvent. Beaucoup de joueurs, c'est tout croche. Tout traîne, le tape traîne à terre. Ils n'ont pas vraiment de respect pour l'organisation et ces choses-là parce qu'ils pensent que c'est un droit acquis, mais c'est quelque chose qui peut tellement t'aider. Des fois, ça ne paraît pas, mais un trainer, c'est pesant quand même aussi dans une organisation puis qui peut t'aider à passer au prochain niveau. Puis si tu es gentil avec les autres, ben, ça va t'en revenir aussi à toi à long terme. Avec l'importance d'être un gentleman, hein, Joe? Oui, exactement. Que ça soit en haut des boss. C'est sûr, c'est plate, mais lui, sa job, c'est vraiment. Tu n'es pas obligé de dire lui, c'est sa job, on va le laisser faire. Tu peux l'aider et ça va te prendre 2 minutes, même pas, l'aider à sortir les poches du boss. C'est des petites choses, mais qu'à long terme, ça t'aide vraiment beaucoup. Là. Bon, avant qu'on embarque dans notre. On va appeler ça, moi puis le chat, notre question en rafale, notre shooting de gauche à droite. Je veux mentionner encore pour les jeunes et les gens qui sont là, on va ouvrir un petit 10 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, au bas de l'écran, vous voyez le chat. Vous pouvez m'envoyer juste un petit signal, dire que tu veux poser une question, puis on mettra en vidéo, en chat avec Joe pour que vous puissiez poser vos questions live en direct. All right? Fait que là, Joe, moi et le chat, on s'amuse à faire ça. Je vais te sortir juste des petites questions, là, vite. Ton pre-game meal favori? Steak, riz, salade. All right. Ton plan de training off-season cet été, qu'est-ce que tu cherches à améliorer? Pour moi, j'essaie d'améliorer toujours la vision quand j'ai le puck sur ma palette, tout le temps avoir la tête haute, que ce soit trouver les passes, trouver la ligne de tir sur la ligne bleue, continuer à travailler sur mes mains, puis vraiment le temps de réaction. Mettons, je reçois le puck, je trouve mon option, boum, je fais la passe tout de suite parce que pour passer au prochain niveau, il faut que tu penses tout plus vite, tout arrive plus vite. C'est quelque chose que vraiment je travaille sur cet été. Cool. Ta routine, tes rituels dans ton préparatif game day? Le matin, on va à l'arena, soit qu'on a des pre-game skates ou on n'a pas.
Après ça, tu retournes chez vous. Moi, j'aime ça dormir environ 2 heures de nap avant le game. Après ça, je vais manger mon repas vers les 3 heures, prendre une petite douche, m'habiller propre, partir pour l'arena. J'arrive plus ou moins 2h30, 2h15 avant la game. Puis là, je commence tape les bâtons, étirements, warm-up, petite game de soccer avec les boys, encore un peu d'étirement, s'habille, embarque sur la glace, puis ça commence. Ton idole de jeunesse? Euh, Pas le chat, hein? je dirais Patrick Kane. Ah, Patrick cool. Kane. OK. Un attaquant, quand même, hein? Ouais, ouais. OK. Là, je m'attendais à un défenseur, mais tu me sors un attaquant. OK, cool. Attends, Dan, je vais poser une dernière. Quand tu es arrivé au camp à Ottawa, y en avait-tu un joueur, Joe, qui t'a dit « Holy shit, je suis sur la même glace que ce gars-là » ? Je pense pour moi, c'était Bobby Ryan. Lui, avec Greg Anderson, Dzingel. Il y avait un paquet de vétérans qui étaient encore à Ottawa et qui étaient là. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant de les voir faire un contre un contre eux autres puis essayer de les contrer, pas qu'ils scorent. Ouais. Dans ces noms-là que tu viens de nommer, Joe, lequel que qui t'a le plus impressionné au niveau d'être un bon coéquipier, des belles qualités que tu parlais tantôt? Là? Y en a-tu un qui ressort de ce groupe-là que tu dis, hey, lui, là, vraiment, là, il est sharp, c'est une bonne personne, il est simple, il est facile d'approche. Puis, Je pense que ça serait Borowski. C'est un gros défenseur d'Ottawa, physique, intense, puis c'est tellement une bonne personne. Puis tu le remarques aussi quand il est avec l'organisation, quand il parle avec les trainers, tout le temps du fun, tout le temps souriant. Toute une bonne relation, ouais, gros respect qui se passe dans cette organisation-là. Puis je pense que c'est grâce à ça aussi qu'il est encore dans la ligue puis qu'il performe encore. C'est grâce beaucoup à ça, comment sa personne est, comment il réagit, comment il aide les autres autour de lui. Puis c'est vraiment une bonne personne. Je pense qu'on peut rajouter dans son cas à lui, là, il n'a pas peur de bloquer des shots aussi avec ses dents, s'il faut. Non. Il en manque quelques. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le hockey? Que ce soit là, aussi bas, là, ça peut être un coach à tombe, ça peut être un coach au niveau pee-wee, peu importe, là, aussi loin tu peux reculer, ou ça peut être récemment dans la Ligue américaine, peu importe. Là. La personne là, qui t'a marqué le plus là, dans le monde du hockey. Ça, c'est une bonne question. Je sais plus trop, là. Parce qu'on t'a envoyé les questions, ça fait 2 semaines, Joe. Ouais. Non, je l'ai reçu tantôt. Hein. Un gars qui m'a marqué, je pense que ça serait le coach d'Ottawa cette année, DJ Smith. Okay. Ouais, j'ai vu que c'est un type de gars qui ne te dérange pas de, mettons, ton niveau de talent. Mettons, lui, c'est vraiment la façon dont tu travailles, puis il se fout complètement de qui tu es, un peu comment tu t'es rendu au camp d'Ottawa. Lui, il veut juste savoir ce qui se passe sur la glace, puis peu importe t'es qui, il va te rentrer dedans, puis ça ne dérange pas partout. C'est vraiment une personne qui va marquer comme zéro. Lui, tu peux essayer de te tailler une place, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect aussi pour les autres. OK. Peut-être que ça va être la même réponse. À part Ulysse, je mets les années d'Ulysse de côté, c'est qui ton meilleur coach que tu as eu? C'est peut-être le coach qui vient de me parler ou quelqu'un d'autre, peut-être un coach junior majeur que tu as eu? Je dirais mon coach cette année, Troyman, puis tout son staff aussi. J'ai pas eu la chance de jouer pour DJ Smith comme coach, comme joueur en fond. Fait que je dirais vraiment Troyman cette année, avec tout son staff, là, la façon qu'il t'aide, les pratiques, toutes ces choses-là, c'était vraiment une de mes plus belles années aussi de hockey que j'ai connues. Si tu n'avais pas été joueur de hockey, Joe, tu aurais fait quoi dans la vie? Sûrement, c'est la construction. OK. Travail manuel? Ouais, je suis vraiment un gars beaucoup manuel, qui n'est pas vraiment un gars de bureau qui reste en dedans. Il faut que je sois dehors, puis que je sois dans le bois un peu aussi. Fait que tout ce qui est dehors, construction, bûcheron, vivre dans le bois tout seul, je suis un gars de même, oui. Fait que c'est quelque chose que j'aurais été plus pour qu'hiver. C'est un côté créatif aussi, par exemple. Hein? Je veux dire, créer des affaires dans le bois, des choses-là, je pense que tu as des aptitudes là-dessus aussi, je pense. Oui, c'est sûr, ça me fascine beaucoup que ce soit travailler des choses en bois, faire des choses. J'aime beaucoup aussi, mettons, l'ancienne façon, comment ils construisaient les maisons, construisaient toutes ces choses-là. Fait que ça m'intéresse. J'ai beaucoup de temps libre à Belleville quand tu es seul, tu finis ta pratique, tu es chez vous, il y a 1 heure, tu as le reste de la journée. Fait que c'est des choses que
je regarde sur YouTube, que je m'informe sur comment ils faisaient dans le temps, toutes ces choses-là. Puis je trouve que c'est pratique aussi un peu. Tu trouves ça aller sur le site GoDaddy de temps en temps, non? Non, aucune idée. D'accord, OK. Écoute, pour terminer, là, avant qu'on passe aux questions de les gens qui sont là sur place avec nous, écoute, as-tu un conseil pour wrap-up l'entrevue là, à nos jeunes d'Ulysse là, qui sont soit les nouveaux qui rentrent dans notre programme cette année ou déjà nos anciens que ça fait peut-être 1 an ou 2, là, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? De jamais baisser les bras. Si tu perds le focus de ton objectif aussi, ça ne t'aidera pas. Faut tout le temps que tu restes positif, tu travailles toujours fort. Puis, tu sais jamais, mettons, qui regarde des estrades ou qui peut t'en éviter. Denis, tu l'as vécu en Europe. Là. Mais c'est vraiment tout le temps être là à 100%, puis travailler toujours fort, peu importe, même si tu as une mauvaise journée à l'école ou des choses comme ça, tu mets ça de côté, tu arrives à l'arena, c'est une nouvelle game, c'est une nouvelle journée puis qui commence, puis il faut tout le temps que tu fasses ça coche le plus possible. Sharp. Merci, Joe. Ça fait plaisir. Roberto? Joe, attends un instant, je vais enlever le mute sur un de nos joueurs. Il y a Jordan qui voudrait te poser une question. Jordan, es-tu là? Vas-y. Oui. Avec quel joueur tu as aimé le plus jouer avec et pourquoi? Je dirais cette année, Hubert Lebris. C'est un gros vétéran de la Ligue américaine. Comme moi, il a commencé à jouer dans la Ligue américaine, lui, il avait 20 ans aussi. Un Québécois, j'ai été chanceux de tomber sur un vétéran comme ça. C'est un gars que j'étais avec, c'était mon roommate dans les hôtels, puis c'était mon team partner à la fin de l'année aussi. Puis c'est un gars qui m'a vraiment beaucoup aidé à performer sur la glace, puis à me guider aussi hors glace sur comment ça se passait dans la Ligue américaine, ces choses-là. Fait que c'est vraiment un gars qui m'a beaucoup marqué et beaucoup supporté. Excuse-moi. Joe, je vais laisser 2 minutes ou 3 minutes à M. Marcoux. Frank, vas-y. Salut, Big Joe. Écoute, Joe, je voudrais que tu me parles de l'importance de la famille parce que ton parcours me rappelle celui d'un petit gars qui est passé chez nous aussi, mais tu sais, ta soeur Christelle, ta mère Elisabeth, ton père Denis, ça doit être un ami, mais c'est ton père avant tout. L'importance de la famille, puis après ça, je voudrais ne pas oublier à tous ceux qui écoutent, c'est dans l'humilité qu'on développe des champions. Et puis, moi, c'est ça que tu représentes. Fait que bravo, mon homme. Merci beaucoup. Ouais, pour moi, la famille, ça a une grosse importance. C'est eux autres aussi qui te motivent quand les choses vont mal, dans le hockey, toutes ces choses-là. Puis, ils sont là pour t'aider, te guider aussi sur les autres facettes. Il n'y a pas toujours le hockey dans la vie. Puis, ils sont là pour te supporter, puis t'aider. Tu sais, ma mère a passé beaucoup de temps avec moi, elle m'a aidé à faire mes devoirs, puis toutes ces choses-là. Puis, elle m'a beaucoup supporté dans les écoles. Puis, moi, j'ai été chanceux. Tu sais, mon père était dans le programme, puis il connaît un peu son hockey. Fait que ça m'a beaucoup aussi supporté dans mon hockey, des conseils, toutes ces choses-là. Mais ils sont là pour t'aider, puis c'est vraiment incroyable là, ce qu'ils font pour toi, puis t'aider à évoluer comme personne dans la vie. Là. Ben, effectivement, les pommes tombent à côté du pommier, donc une bonne famille fait des bons enfants. Donc, tu es vraiment un alumni incroyable Joe, pour nous. C'est toujours un plaisir que tu parles pour nos jeunes. Fait que, en tout temps, des fois, on se texte, pas souvent, mais quand je te texte, parce que je pense que c'est vrai ce que je te dis. Merci beaucoup, Frank. Écoute, sur le même sujet, Joe, cette année, j'ai eu la chance de vraiment connaître ta famille, ton père, ta mère, toute la gang, là, vraiment. Ton père, on se parle à tous les jours. Puis je te félicite, Denis, toi, ta famille, tout le monde, sur un excellent travail. Puis Joe, tu es un produit d'eux autres. Fait que je vous félicite toute la gang. Ça nous donne vraiment, ça nous inspire à faire la même chose avec nos enfants. Fait que félicitations. Là-dessus, j'ai Scott, j'ai mon Emmanuel, Scott là, qui veut te poser une question. Attends, je vais enlever son micro. Go, Scott. Salut Joe. J'ai une question. Avez-vous des choses que tu fais avant d'un game? Oui, ça a coupé un petit peu. Say it again. Avez-vous des superstitions que tu fais avant d'un game? Moi, en fait, toute ma routine au complet, quand je me lève le matin, je suis vraiment un gars pour moi. Je pense que j'en ai le couple. Fait que je fais tout le temps, mettons, à cette heure-là,
Je vais aller me faire un café. Après, je m'en vais dans le gym. Je vais passer mon rouleau. Après ça, je me lance à le ballon de foot avec mon chum Clappy. Puis du warm-up commence tout le temps le même étirement, tout le temps à la même heure. À cette heure-là, après ça, je m'en vais jouer au soccer. À cette heure-là, je quitte. Je commence le même warm-up, plus activation, toutes ces choses-là. Puis après ça, 20 minutes avant le warm-up, je commence à m'habiller. Fait que j'ai tout le temps la même routine, tout le temps la même affaire. Après ça, warm-up, encore tout le temps la même affaire. Pour moi, c'est quelque chose qui marche. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis je fais tout le temps pareil. Là. Moi, j'ai une petite question, Joe. Merci, Joe. La première game, je suis allé te voir à Belleville. J'ai dit à ton père, on va aller s'installer sa baie vitrée dans le coin pour le warm-up. Puis il dit non, il dit moi, là, je me tiens par en arrière. Quand tu embarques, puis tu sais que tes parents sont là, tu cherches-tu de temps en temps des estrades? Non, pas vraiment. Je sais qu'ils sont là. Je suis environ, tu sais, où que ça soit, mais je suis pas un gars qui va regarder les estrades sont où. C'est sûr, s'ils s'en vont en arrière du net, je les avais vus l'autre fois. Je savais que vous étiez là parce que, tu sais, je me tiens tout le temps sur mon point. Fait que je suis environ, je regarde un peu là. Mais sinon, je porte pas vraiment attention à ce qui se passe des estrades. Là. Yann, go ahead. As-tu d'autres choses? Ouais, moi, écoute, j'ai eu la chance de coacher Joe 2 ans, puis je pense qu'il y a une anecdote que j'aimerais que tout le monde entende, surtout pour les joueurs qui sont présentement dans notre programme. Joe, à un moment donné, quand tu as cogné à la porte du U18, pour moi, c'était un no-brainer que c'était pratiquement sûr à 100 % que tu n'allais pas faire l'équipe parce que déjà, nous, on tombe en évaluation là, au mois de. Tu jouais M15 à l'époque, puis tu cognais à la porte, comme j'ai dit, du 8. Puis déjà, au mois de février, nous, on commence déjà à faire une évaluation, de voir les joueurs potentiels pour le U18 l'année d'après, ces choses-là. Puis pour moi, Joe Aspiro, il était dans le bas de la liste parce que, bon, tu ne m'avais pas démontré de choses assez convaincantes pour dire que tu étais un solide prospect. Puis ça, je te parle à peu près du mois de février. Mais malgré tout, on a quand même décidé de te donner une invitation à notre pré-camp qui avait lieu au mois d'avril. Puis, écoute, à l'époque, tu avais Olivier Charret qui habitait chez vous en pension. Puis, je vais te laisser finir l'histoire parce que je pense qu'elle mérite d'être racontée parce que, tu sais, quand on dit, tantôt, je t'entendais, là, comme conseil, tu donnais aux jeunes là, de jamais baisser les bras, on ne sait pas ce qui peut arriver, ces choses-là. Puis moi, j'ai vu quelque chose chez Joe Aspiro. Honnêtement, c'est ma 13e année que je commence à ULIS. J'ai vu quelque chose avec toi que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu avec personne d'autre. Une transformation aussi majeure en si peu de temps. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Puis toi qui l'as vécu, moi je l'ai vécu à l'extérieur, toi tu l'as vécu à l'intérieur. J'aimerais ça que tu nous parles de ce déclic-là parce que c'est quelque chose qui est fort probable dans le monde du hockey et que tu contrôles à 100 %. Puis à partir de là, je te laisserai finir l'histoire parce qu'elle t'appartient. Moi, comme tu as dit, Olivier habitait chez nous, on était vraiment des bons chums, des bons amis. Lui, il jouait, 19. Il savait comment ça se passait, toutes ces choses-là. Puis je pense que c'est là que je suis vraiment tombé en amour encore plus avec le hockey. Je pense que c'est là que tout a débloqué. Puis que j'ai jamais le hockey quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé ça, mais je dirais que là, je sais pas pourquoi, ça a vraiment amplifié fois 1000. J'ai vu une autre facette de choses qui se passaient. Il me contait des affaires, comment ça se passait dans la chambre, puis comment vous autres vous avez du fun. Puis je pense que c'est là que j'ai compris que c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est ça que je veux performer dedans. Puis je pense que c'est là que c'est grâce à lui aussi, dans un sens que j'ai poussé l'été pour devenir meilleur. Là. Joe, écoute, c'était tout sérieux. Juste on va faire quelque chose un petit peu plus drôle. Ton nickname dans la famille, c'est tout le temps Aspi, mais je pense qu'ils t'ont rebaptisé à Belleville. C'est-tu Aspo? Ouais, Aspo. Explique-nous celle-là. Aucune idée. Ça a l'air qu'ils ne savent pas dire les Aspi, eux autres. Avec ça, je sais pas, ça a resté tout. Il y en a un qui m'a appelé de même. Je pense que c'est Troy qui m'appelait de même. Puis après ça a débouclé. Là. Tout le monde m'appelait de même après. Là. Ça a resté Aspo. Ouais. Exactement. Dan, veux-tu. Bon, écoute, on approche quasiment à 60 minutes. On ne va pas prendre trop le temps de tout le monde. Joe, de ma part, je te remercie. C'est toujours le fun de jaser avec toi puis de te voir. Lâche pas, mon homme. On dit en anglais, the path is straight and narrow. Continue, mon homme. Continue. Puis on t'envoie tout notre positif envers toi pour toutes ces règles dans le monde puis qu'on soit
on soit capable de te voir sur la glace à Ottawa. Merci beaucoup. Dan? Merci, Joe. Merci, Joe, de ton temps. Merci de tes 2 saisons que tu as joué pour moi. Merci de tes 5 années à Ulysse. Je m'a dit une affaire. Tu es un ambassadeur pour le programme Ulysse. Écoute, tant sur la glace qu'en dehors de la glace, que sur les bancs d'école, avec ce qu'on a abordé tantôt, la dyslexie et ces choses-là. Écoute, pour nous autres, tu es dans les tops des tops. Puis c'est certain que tantôt, François me parlait de l'équipe d'étoiles. Dans mon livre à moi, tu en fais partie. Puis écoute, tu es un ambassadeur pour le futur. Ouais, merci beaucoup. Merci. À tout le monde, merci d'être là. Puis on se donne rendez-vous mercredi prochain, 19h, same time, same place, Aden? Yes, my friend. On envoie ça à tout le monde cette semaine ou en fin de semaine. Monsieur Marcoux, merci beaucoup. Aspi, merci. Joe. Ça, il souffrait le mot de la fin à François, là, Monsieur François. Restez sains, restez saufs. Frank, je te laisse la parole pour de clôture. OK. Écoute, Joe, profite de ton temps cet été. Dans le négatif, il faut trouver du positif. Donc, justement, tu as du temps de qualité de ta famille. Je sais que quand j'écoute l'émission Historia de l'acier et du feu, ben, je vois Joe Aspiro. T'imagines à faire tes lames dans une forme. Donc, continue à t'amuser. La vie est simple, puis c'est ça que tu démontres. Puis c'est comme ça qu'il faut vivre. Puis bravo. Fait que au plaisir de te revoir en personne. Yes, on va se voir bientôt à l'Arena quand le COVID va être fini. Yes! Bye-bye. Yeah, boy! Salut tout le monde. Bye. Ciao. Salut, Bateau. Merci, Dan. Bye, Dennis. Ciao. Ciao.